intéressantes en phonétique, on avait des choses intéressantes en compréhension orale, mais il y a un moment donné où pour améliorer l'oral, on se disait que ça serait vraiment intéressant d'avoir des vrais humains pour développer la partie interactionnelle. Donc c'est là que j'ai eu l'idée de proposer cette médiation un peu particulière dans une bibliothèque. Hein, ça ne se faisait pas vraiment avant, qui se sont appelés donc les ateliers de conversation. Donc on a démarré ça en 2010, donc on fête les 10 ans, on a fêté les 10 ans cet été. Et donc l'idée de départ, c'était vraiment de compléter les méthodes de langue. Ils sont animés chez nous par des bibliothécaires ou des vacataires qui sont formés à cette discipline. Hein. On ne démarre jamais directement un atelier de conversation comme ça. On observe d'abord pas mal d'ateliers avant de se lancer et puis on est formé, on a mis au point une petite formation rapide mais efficace, on l'espère, pour pouvoir animer ces ateliers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu un succès énorme dès le démarrage. C'était assez incroyable parce qu'on a fait assez peu de communication au début. Et dès les premiers ateliers de conversation, on avait du monde, on devait refuser du monde aux ateliers, preuve qu'il y a vraiment, je pense, un besoin des personnes qui apprennent le français à pouvoir s'exprimer à l'oral en dehors d'un cours structuré comme on l'entend habituellement. Donc, vive succès à la BPI, vive succès dans plein d'autres bibliothèques. Donc là, depuis 10 ans, ça se multiplie dans plein de bibliothèques à Paris et en France, dans pas mal d'endroits. Et évidemment, c'est à ce titre-là que j'en parle aujourd'hui, ces ateliers de conversation sont tout à fait adaptables à d'autres contextes que les bibliothèques. Hein. Pour avoir enseigné avant et enseigné maintenant, ces moments de conversation, moi je les utilise énormément dans des cours plus classiques tels que vous les connaissez et les pratiquez vous-même. Alors concrètement, comment ça se passe chez nous en tout cas? Il dure entre 1h15 et 1h30. On accepte jusqu'à 15 personnes. Au-delà de 15, on arrête parce qu'on considère qu'un atelier de conversation à plus de 15, c'est très compliqué à animer et puis ça donne peu de chance aux gens de parler, donc on s'arrête à 15. Notre public, il est vraiment très large. On s'adresse à tout public qui souhaite apprendre le FLE. Et vous imaginez bien qu'à Beaubourg, lieu gratuit, enfin pour la BPI en tout cas, lieu gratuit, on a énormément de migrants. Donc voilà, c'est pour ça qu'on m'a proposé aussi de vous proposer cette présentation. Parmi notre public, on a vraiment voilà, à la fois des gens très scolarisés, pour reprendre les termes de ce matin, et puis d'autre part, des migrants, des étudiants, des salariés, des personnes au chômage, des retraités. On a vraiment tout le public. On inscrit les gens très très légèrement, en fait on fait une rapide inscription 15 minutes avant sur place, rien de plus, on leur demande juste leur prénom et rien de plus. L'assiduité n'est pas du tout nécessaire d'un atelier à l'autre, c'est pas le concept c'est de venir quand on veut, on peut venir toutes les semaines mais on peut aussi venir une fois tous les 3 mois, ça n'a absolument aucune importance, chaque atelier est conçu de manière autonome. On est seul animateur. Voilà, c'est un choix, c'est un parti pris que nous avons à la BPI. Je sais qu'ailleurs, dans d'autres bibliothèques, ils peuvent être 2. On essaye qu'il y ait une régularité à la fois des ateliers, une lisibilité des horaires pour que les gens s'y retrouvent hein, et puissent créer une sorte de rendez-vous des langues. Donc chez nous, c'est tous les vendredis à 14, 16, 18 heures. Et en termes de matériel, c'est quand même extrêmement simple parce que comme vous le voyez sur la photo, il suffit finalement d'une quinzaine de chaises et c'est à peu près tout. Hein, on verra après qu'on peut s'appuyer sur des documents, sur des choses, mais dans l'absolu, on peut tout à fait faire un atelier de conversation et j'ai beaucoup de collègues animateurs d'ateliers qui le font avec aucun matériel. Alors la question des niveaux, il en a été beaucoup question tout à l'heure et nous aussi on y est très sensible. En principe, en tout cas dans nos documents de communication, on annonce un niveau intermédiaire. Concrètement, on accepte des gens à partir de A2, on va dire. Il n'y a pas de limite supérieure. Hein. On a des gens totalement bilingues hein, qui viennent participer à ces ateliers. Les niveaux A1, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'y reviendrai après. Il y a des moyens en fait de proposer des ateliers un tout petit peu plus faciles pour les niveaux plus débutants.
Même le niveau A2, c'est une notion vraiment très, très, compliquée à définir. En plus, on fait pas de test de positionnement, on n'a absolument pas le temps. On discute juste 5 minutes au moment des inscriptions avec les gens et moi, j'ai vu des gens, quasiment débutants être tellement enthousiastes et avoir tellement envie de parler que finalement on y arrivait. Voilà, donc la notion de niveau, elle est pas, si importante pour les ateliers de conversation. L'hétérogénéité, on la, côtoie, tout le temps dans nos ateliers, c'est pas vraiment un problème pour l'oral en tout cas. Si déjà les gens écoutent et arrivent à dire, «oui» pendant l'atelier ou moi à la question posée, «Faites-vous du sport?» on est déjà très content en fait, hein. Donc c'est pas vraiment un souci. Il y a beaucoup d'entraide dans ce type de groupe, donc les plus forts aident les plus faibles et on propose bien souvent des sous-groupes de façon à ce que chacun ait la possibilité de s'exprimer, ne serait-ce que, un tout petit bout de phrase. Donc finalement pour les ateliers de conversation, la question des niveaux n'est pas trop un problème. Que fait l'animateur? En fait, bon, il accueille bien sûr son groupe, il accueille les gens, il démarre très souvent son atelier par quelques questions à bâton rompu. Voilà, on évite de commencer un atelier en disant, «Aujourd'hui, le thème de l'atelier, c'est la pollution, donc qu'avez-vous à dire sur la pollution?» Bien sûr, on fait pas ça, on démarre toujours par des petites questions, «Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine?» La météo, très très commode la météo, qui change chaque jour, donc c'est pratique. Vous avez vu, il fait, pas très chaud aujourd'hui, mais pourtant il y a un beau soleil, et cetera. Donc ça permet de briser un peu la glace. Il faut voir que comme les groupes sont à chaque fois différents, il faut recréer quelque chose à chaque fois, hein. Il n'y a pas cette familiarité qu'on peut avoir avec des élèves qu'on retrouve d'une séance sur l'autre. On peut faire un tour de table, c'est effectivement l'activité un peu classique, mais qui permet à chacun de se présenter, ou pas, on n'est pas obligé d'en faire non plus, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a moyen de faire des tours de table peut-être plus originaux pour ne pas lasser un peu les participants qui viendraient chaque semaine. Il lance un sujet de discussion, on verra après quel type de sujet. Il lance une activité, on verra quel type d'activité aussi, éventuellement un jeu. Mais en fait, toutes ces activités-là, tous ces sujets sont en fait, vous l'avez compris, un prétexte à discuter, hein. Finalement, peu importe le sujet ou l'activité, l'idée c'est que les gens parlent. Et donc, par conséquent, on va énormément s'appuyer sur la parole des participants. Ça, c'est absolument essentiel. J'y reviendrai un petit peu plus tard aussi. C'est-à-dire que même si moi, en tant qu'animatrice, j'ai prévu un atelier sur la télévision, c'est un exemple vécu que je vous donne. J'avais prévu un jour de faire un atelier sur la télé-réalité, la télévision en général. Et les gens avaient tellement envie de parler de leur expérience dans les restaurants parce qu'ils étaient beaucoup travaillés en fait dans la restauration. On est complètement parti sur autre chose et on a discuté des pourboires et des restaurateurs et du patron et des clients et le temps dont on dispose pour discuter ou pas avec les clients. Et finalement, ma télévision, elle est passée à la trappe et je l'ai pas faite et ça n'a aucune importance. Donc le sujet, il faut en avoir un, mais si on ne le traite pas, finalement, ça n'a pas énormément d'impact. Ce qui compte, c'est que l'ambiance soit la plus détendue possible, la plus agréable, la plus conviviale. Et moi, mon objectif que j'essaye de garder en tête, c'est que j'aimerais que les gens oublient à un moment donné de l'atelier, qu'ils oublient qu'ils sont en train de parler une langue étrangère, qu'ils se disent mais là je viens de raconter mon week-end et je pensais pas que j'étais capable de faire ça en fait. Alors, ce que n'est pas l'atelier de conversation, en tout cas à la bibliothèque, ce n'est pas du tout un cours de langue, ce n'est pas du tout un cours de civilisation. Concrètement, ça veut dire qu'on ne va pas du tout faire de grammaire, on ne va pas lister du vocabulaire au tableau, on ne va pas lire des textes ou des articles de presse, aussi intéressants soient-ils, on ne va pas faire d'exposé magistral sur, je ne sais pas, le château de Versailles ou le système éducatif français. Maintenant, si on a envie de parler du château de Versailles ou du système éducatif, pourquoi pas, mais on va le faire de manière beaucoup plus décontractée en fait et beaucoup plus pas trop structurée en fait, hein, surtout pas avec un plan en 3 parties. Mais évidemment, l'atelier peut s'insérer dans un cours de langue, hein, j'en parlais tout à l'heure en introduction, donc on peut tout à fait imaginer à l'intérieur d'un cours de langue ou un des cours de langue qu'on a prévu de faire un atelier de conversation. Et l'atelier a tout à fait sa place à l'intérieur de quelque chose de plus structuré comme vous pouvez l'expérimenter. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en fait, et
toutes les activités là dont je vais parler sont proposées dans le livre qui est sorti, que j'ai écrit là cette année, qui est sorti en mars dernier, qui s'appelle l'atelier de conversation au PUG. Alors, quelques idées déjà de présentation. Je disais tout à l'heure que les tours de table classiques sont commodes, on va dire, sont pratiques, surtout quand on ne connaît pas les gens et que les gens ne se connaissent pas entre eux. Il faut éviter peut-être d'en abuser dans la mesure où les gens, pour certains d'entre eux en tout cas, viennent chaque semaine. Donc, des idées pour changer un peu des tours de table classiques, par exemple, 2 choses vraies et une chose fausse sur moi. Donc, je vais vous donner 3 affirmations. Par exemple, j'ai un chat, je suis déjà allée en Australie et je fais du karaté. Et à vous, groupe, de me poser plein de questions pour savoir, pour me piéger en quelque sorte, pour savoir si vraiment j'ai un chat et comment s'appelle-t-il, etc. Si déjà je suis allée en Australie, est-ce que je suis capable de citer des villes australiennes et de faire du karaté? Est-ce que je suis capable de donner des prises? Voilà. Et donc, c'est une façon de se présenter de manière un petit peu différente. Et si chacun, en fait, fait ce type de, ce petit jeu, cette activité, on y passe tout l'atelier, en fait. Hein. C'est pas juste 10 minutes de présentation, c'est vraiment l'ensemble de l'atelier, puisqu'évidemment, à chaque affirmation et à chaque explication que je vais donner, moi, en tant qu'animatrice, je vais essayer de creuser, de faire développer, de faire raconter. Si quelqu'un me dit qu'il est allé en Australie, évidemment, je vais lui demander comment c'était l'Australie. Autre façon de se présenter de manière amusante, je donne 2 mots-clés ou 2 chiffres clés importants pour moi. Par exemple, je vais vous dire, si c'était moi qui commençais, je vais vous dire Las Vegas et 2000. Voilà. Et donc, au groupe, de me poser plein de questions pour savoir pourquoi Las Vegas c'est important pour moi et pourquoi 2000 c'est important pour moi. Et pareil, à partir de là, évidemment, je vais développer mon voyage aux États-Unis et pourquoi Las Vegas a été important dans ma vie. Et donc après, évidemment, à chaque participant de faire la même chose et on va creuser avec lui pour savoir, pour qu'il raconte un petit peu des choses, des anecdotes personnelles sur sa vie. Autre type de présentation, je cherche quelqu'un qui, donc là souvent cette activité-là, j'écris en fait sur des petits papiers ou je tape sur Word pour que ce soit plus propre, des petites phrases du type je cherche quelqu'un qui aime les choux de Bruxelles, je cherche quelqu'un qui a déjà sauté en parachute. Alors tout ça, ça peut être adapté hein, en fonction du niveau de votre groupe, hein, des questions un petit peu plus compliquées ou au contraire très simples. Moi, j'aime bien mettre des choses qui sont un tout petit peu originales, hein, que la personne ne réponde pas oui forcément. Et à partir du moment où j'ai mon petit papier, que je trouve quelqu'un qui aime les choux de Bruxelles, et je vais discuter quelques minutes sur les choux de Bruxelles et comment je les cuisine. Ou si j'ai déjà sauté en parachute, peut-être que je ne vais pas trouver dans la salle quelqu'un qui a déjà sauté en parachute, mais peut-être quelqu'un qui aimerait sauter en parachute. Et c'est l'occasion d'une discussion sur les sports un peu qui font peur. Est-ce qu'il y a d'autres choses de ce type que j'aimerais faire, etc. Autre type d'activité que l'on peut faire dans un atelier de conversation, c'est tout ce qui touche au récit personnel en fait. Hein, tout ce qui est, moi j'aime bien que les gens racontent un petit peu des anecdotes, des choses qui leur sont arrivées. Et donc là, 3 exemples que l'on peut tout à fait faire en atelier de conversation. Je vais raconter au groupe la dernière fois que, par exemple, j'ai fait la grasse matinée, ou la dernière fois que j'ai perdu quelque chose, ou la dernière fois que je me suis disputée avec quelqu'un. Concrètement, là aussi, le plus commode, c'est d'écrire en fait des petits papiers sur Word et de faire tirer au sort. Ça introduit un petit élément ludique dans l'atelier. Alors, je peux, moi, animatrice, poser la question, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais moi, j'aime bien que les gens piochent des petits papiers. Je trouve que c'est plus... voilà, ça introduit un petit peu de ludique dans l'atelier. Autre question qu'on peut leur poser et qui peut faire l'objet, là encore, de tout l'atelier. Hein. Toutes les activités que je vous donne, en fait, ça prend 1h15, hein, ça prend tout l'atelier. Qu'est-ce qui vous énerve ou qu'est-ce qui vous amuse ou qu'est-ce qui vous étonne en ce moment. Donc c'est une façon de parler de l'actualité mais avec un angle un peu particulier et souvent les gens ont des choses vraiment intéressantes à dire là-dessus et c'est l'objet après d'un débat, d'une discussion sur ce qui vous énerve ou ce qui vous étonne en ce moment. Autre exemple d'activité qui permet de
parler un peu de soi, une journée mémorable. J'ai mis, vous avez vu la petite photo d'une journée particulière, l'émission de radio sur France Inter, je ne sais pas si vous la connaissez, qui m'a donné l'idée en fait de cet atelier. De la même façon que Zoé Varier, l'idée c'est de proposer aux gens de raconter une journée qui les a marqués dans leur vie et en quoi ça les a marqués. Et si le niveau de langue le permet, là ça va dépendre un peu de vos participants, moi j'aime bien leur demander, comme Zoé Varier, de faire le lien entre la petite histoire et la grande histoire. Donc, dans un de mes ateliers, quelqu'un a raconté par exemple ce qu'elle faisait le jour de septembre 2001, en fait, du 11 septembre 2001. Voilà, donc ça a donné un atelier tout à fait intéressant. Autre possibilité, plutôt que de raconter des choses sur soi, des anecdotes réelles, on peut tout à fait imaginer des choses. Donc, 3 exemples à nouveau pour imaginer des ateliers voilà, sur cette thématique de l'imaginaire. On va, un peu comme dans un remue-ménage, on va demander à chacun, enfin à tout le monde, à tout le groupe, de donner un homme célèbre, une femme célèbre, un objet, une époque, un lieu, un verbe. On s'entend tous globalement dans le groupe sur toute cette thématique et vous avez compris, après l'idée c'est d'inventer une histoire. Donc là, ce que j'aime bien faire, c'est scinder le groupe en petits groupes, en sous-groupes, de façon à ce que chaque petit groupe invente une histoire et ensuite chaque petit groupe va raconter son histoire. Donc ce qui est amusant, c'est qu'avec les mêmes éléments de départ, finalement, on va arriver évidemment avec des histoires extrêmement différentes. Autre possibilité, distribuer des petites images en fait. Alors les images, je peux les trouver dans un magazine, je peux les trouver sur internet, peu importe finalement. Donc ça implique une petite anticipation de l'animateur. Je distribue en fait une image par petit groupe et l'idée c'est d'inventer une histoire au personnage de mon image. Donc là vous avez vu, j'ai mis un exemple de cette femme qui serre la main à ce monsieur dans un café, dans un restaurant. Je vais imaginer que peut-être elle vient de conclure un contrat intéressant ou un entretien d'embauche qui s'est bien passé, ou visiblement elle a l'air très contente et on imagine toute une histoire autour de cette femme et de cet homme au restaurant et de ce qui s'est passé. Autre activité possible que j'ai faite plusieurs fois, que j'ai observée une fois, qui est vraiment très chouette comme activité, c'est j'ai un problème. Donc je tire un problème évidemment fictif, du type je fume beaucoup trop, ou je perds tout le temps mes affaires, ou j'ai pris 10 kilos en un mois. Et je demande au groupe de m'aider en fait à comprendre mon problème et à me trouver des solutions. Donc là, on est typiquement dans l'entraide. Ce qui est assez amusant, c'est que les gens se prennent vraiment au jeu. À un moment donné, souvent, on se demande si le problème, ils ne l'ont pas en vrai, tellement ils ont l'air convaincus de leurs difficultés et tout le groupe essaye de trouver des solutions. Donc ça donne quelque chose de vraiment très intéressant dans l'atelier. Idéalement, il faudrait que chacun ait le temps de développer un problème et que le groupe ait le temps de lui donner des solutions. Dernière possibilité qui est finalement peut-être la plus fréquente dans des ateliers de conversation, encore que ça dépend des animateurs, c'est évidemment les débats, les débats sérieux. Alors là, tous les thèmes sont intéressants en soi. Donc là, je vous en ai mis 3, mais il y en a évidemment à l'infini. Les nouvelles technologies, par exemple. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est démarrer en fait mon atelier sur ce thème en demandant aux gens qui a un ordinateur, qui a un smartphone, qui a une tablette, qui utilise les réseaux sociaux, de façon déjà à poser des questions simples, parce que qui a un ordinateur ou qui a un smartphone, il suffit de lever la main et de dire moi, et puis c'est déjà bien, on a participé à l'atelier, pour ensuite arriver sur des questions plus élaborées. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles technologies? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on ne peut plus s'en passer? Voilà. Autre thème possible, par exemple, on va donner les mots suivants: les araignées, les ascenseurs, le noir, le lundi matin, l'avion, l'orage. À quoi ces mots vous font penser? Donc là, c'est la thématique de la peur, des phobies. Est-ce que ça vous fait peur ou pas du tout? Comment se manifeste la peur? Comment on peut réagir? Est-ce qu'on peut surmonter sa peur? Enfin voilà, toutes sortes de questions qui peuvent être débattues dans un atelier. Et le 3e thème, c'est sur le thème du sommeil. Donc,
Par exemple, on pourrait donner des affirmations toutes faites qu'on entend souvent du type il faut absolument dormir 8 heures par nuit, faire la sieste c'est pas bien, ça vous empêche de dormir, faire du sport le soir c'est pas bien non plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces affirmations? Oui et non, oui ou non? Comment voilà, est-ce que qui a des problèmes de sommeil et pourquoi et comment voilà. Donc 3 thématiques que vous avez vues assez de la vie quotidienne en fait, hein. Moi j'aime bien partir des choses un peu terre à terre peut-être, mais qui permettent d'inclure tout le monde, qu'on ne soit pas obligé d'avoir un bac+5 pour participer à l'atelier de conversation. Alors, quelques conseils pour accompagner ces activités. Je trouve que c'est utile de se prévoir un petit plan d'atelier. Un plan d'atelier, ça peut être une demi-page, hein, c'est pas 3 pages, c'est pas plus qu'une demi-page ou qu'une page. Par exemple, en listant une dizaine ou une quinzaine de questions qui nous passent par la tête quand on prépare notre sujet d'atelier. Juste pour pas manquer d'idées. Peut-être que ce plan, je vais pas du tout m'en servir, mais au moins s'il y a un souci, s'il y a un blanc, si les participants ne sont pas très bavard, je vais pouvoir me raccrocher à mes questions. Préparer des petits papiers, j'en ai parlé plusieurs fois. Moi, j'aime bien ces petits papiers qui sont pour moi des sortes de déclencheurs en fait de l'oral. Donc, préparer des petits papiers que les gens vont pouvoir piocher. Je trouve que c'est pas mal. Imprimer ou découper des images. Alors l'image, c'est vraiment fantastique. L'image, au contraire du texte, permet de mettre un peu tout le monde au même niveau et est vraiment un excellent déclencheur de parole. Là, j'en ai mis 2 que j'ai trouvé comme ça sur Internet, des images un petit peu insolites, un petit peu amusantes, qui permettent de discuter. Des images de ce type, vous en trouvez partout. Vous en trouvez. Alors moi, je me sers beaucoup des revues pour adolescents. Vous savez, les types Sciences et Vie Junior ou ce genre de revues, il y a très souvent en fait des images un peu insolites comme celles que j'ai mis sur mon diaporama, mais vous en trouvez sur Internet à l'appel aussi. Pour vous inspirer dans vos sujets, moi j'aime bien tout simplement écouter ce qui se passe, m'inspirer de l'actualité, des discussions du moment que j'ai avec mon entourage, mes enfants, mes parents, mes collègues. On a parlé beaucoup de documents authentiques, moi je m'en sers beaucoup, non pas forcément pour les exploiter en tant que tels, puisqu'on est vraiment sur une thématique de l'oral, mais juste pour me donner des idées en fait. Donc votre journal de mutuelle que vous recevez peut-être à la maison comme moi, le journal de la ville, il y a souvent des petits articles assez grand public qui peuvent vous inspirer. Le journal de votre supermarché, où il y a des recettes de cuisine, mais pas que. Il y a souvent des petits sujets qui peuvent être vous inspirer pour vous donner des nouvelles idées. J'ai trouvé par exemple un sujet sur la cool attitude et qui m'a donné voilà, une idée d'atelier un jour, vous savez, sur le fait de ralentir un petit peu son mode de vie. Donc c'était traité dans un petit magazine de mon supermarché local. Si jamais vous êtes une équipe à travailler sur les ateliers, à proposer des ateliers à votre structure, demandez-vous si les autres ne l'ont pas déjà traité, parce que c'est sûr que le Covid et les vaccins, là je pense qu'en ce moment, tout le monde est en train de parler de ça dans les ateliers de conversation. Donc faites attention de ne pas répéter les mêmes thématiques que vos collègues peut-être la semaine précédente. En d'autres termes, comme dirait Michel Boiron, mon directeur de collection pour le livre dont je parle là, ce qui est bien, c'est de faire feu de tout bois. Tout peut vous inspirer. J'ai parlé de l'émission de radio tout à l'heure, ça peut être un jeu à la télévision, un jeu radiophonique. Moi, je suis un peu à l'écoute de tout ce qui se passe et très souvent, je me dis, tiens, ça me ferait un bon atelier, ça. Et puis surtout, ne préparez pas trop, en fait. Ça, c'est un peu paradoxal pour nous qui, pour la plupart, sommes des bons professeurs et des bons enseignants qui aimons bien préparer les choses. Un atelier trop préparé, vous faites un cours de FLE, vous ne faites pas un atelier de conversation et vous risquez d'être tellement accroché à votre plan de cours que vous n'allez plus être suffisamment à l'écoute de vos apprenants. Donc moi, je pense qu'un bon atelier de conversation est un atelier où on n'a pas passé plus de 30 minutes à préparer, justement pour rester très à l'écoute de ce qui va se passer pendant l'atelier et de ne pas avoir trop de scrupules à laisser tomber ce qu'on a préparé. Alors,
quelques conseils pendant l'atelier. Je crois que s'il y avait un mot à retenir, c'est le mot rebondir. Il faut vraiment constamment, ça demande beaucoup d'écoute en fait, hein, c'est assez fatigant d'animer un atelier de conversation, ça demande d'écouter énormément ce que disent les gens et de sans cesse rebondir sur ce qu'ils sont en train de dire, même si parfois c'est tout à fait passionnant, parfois ça l'est pas toujours, hein, les gens n'ont pas toujours des choses passionnantes à dire ou n'ont pas toujours le niveau de langue pour le dire, peu importe en fait. Donc quelqu'un qui vous dit ben moi, j'étais informaticien dans mon pays. Hein. Souvent, ils aiment bien dire ce qu'ils faisaient comme métier avant. Informaticien, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que vous faisiez exactement et de quoi ça parlait et comment vous travaillez, dans quelle structure. Et maintenant, alors, vous êtes toujours informaticien? Ah, d'accord, là, maintenant, vous faites autre chose. Et qu'est-ce que vous faites? Donc, dès que quelqu'un vous dit, hier, je suis allé au cinéma, il ne faut pas s'arrêter là, il faut tout le temps évidemment creuser, faire développer. Souvent les gens sont un petit peu timides quand même, je trouve, globalement, ils sont plus souvent timides que bavards et ils vont juste dire moi, bah, hier j'étais au cinéma. Donc là, c'est vraiment notre rôle comme animateur d'atelier de dire ah, oh d'accord, et quel film et de quoi ça parlait, quel était le réalisateur, est-ce qu'il y avait des acteurs connus, est-ce que d'autres ont vu le film, etc. Donc faire développer, s'intéresser à ce que les gens vous disent, même si ça n'a aucun rapport avec le sujet que vous aviez prévu de traiter. Il n'y a pas de hors-sujet en fait dans un atelier de conversation. Tout est dans le sujet. Alors, on me pose souvent la question comment vous faites pour gérer les bavards et pour gérer les timides. Alors, effectivement, on a parlé beaucoup d'hétérogénéité en termes de niveau, mais il y a aussi une hétérogénéité en termes de personnalité hein, des apprenants. Pour moi, c'est pas vraiment un souci, sauf cas extrême. Hein, il m'est arrivé d'avoir une dame, elle parlait tellement, je n'arrivais jamais à l'interrompre. Mais ça m'est arrivé une fois, hein, donc la plupart du temps, on arrive à interrompre. Et les bavards, au contraire, moi, je trouve qu'ils sont des bons assistants, quelque part, de l'animateur. Moi, je m'appuie beaucoup sur ce qu'ils vont dire pour me donner des idées, en fait, et pour redistribuer après la parole. Donc, bien sûr qu'il faut de temps en temps dire « Ah, mais c'était vraiment intéressant ce que vous nous avez dit. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait compléter, ajouter quelque chose? Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi, ce qu'a raconté telle personne ?» Donc, bien sûr, ça, c'est notre rôle de redistribuer la parole, mais le bavard en soi n'est pas forcément un souci. Et les timides, ça va être notre rôle, en effet, d'aller les chercher un petit peu, de leur tendre des perches grâce à leur prénom, si vous le connaissez. Voilà, les techniques habituelles que vous devez utiliser déjà dans vos groupes. Après, encore une fois, l'atelier de conversation, c'est pas on passe pas un examen à la fin. Hein. Donc moi, s'il y a des gens qui ont plus parlé que d'autres, c'est pas forcément un souci. Je me mets pas trop la pression par rapport à ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde ait l'opportunité de parler au moins un tout petit peu. Mais s'il y en a qui ont parlé plus, c'est pas trop grave et c'est peut-être que les plus timides parleront la fois d'après. On en a un petit peu parlé, scinder le grand groupe en sous-groupes, surtout si vous avez des groupes importants, c'est vraiment une bonne technique. Peut-être un quart d'heure, hein, pas plus, sur l'heure et quart. Moi, je vais les scinder pendant un quart d'heure en petits groupes pour, par exemple, décrire leurs photos ou pour raconter leur histoire. Et puis ensuite, chaque petit groupe va présenter son histoire ou son idée, ou ce qui va permettre, linguistiquement parlant, de formuler deux fois les choses. Hein. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. Et puis, en termes de timidité, ça va être pas mal aussi pour que chacun ait la possibilité de s'exprimer le petit groupe est moins intimidant que le grand groupe. Et évidemment, penser à l'interculturel, on a la chance en fait dans les ateliers d'avoir des gens de tous les pays. Donc la question type qui marche à tous les coups, quel que soit votre sujet, c'est et vous dans votre pays, comment ça se passe? Ça permet à tout moment de relancer la discussion avec une dimension interculturelle. Alors, pendant l'atelier, il y a des façons en fait intéressantes de privilégier les questions. Bon, ça paraît évident à dire comme ça, mais c'est parce que moi j'ai observé des ateliers où les animateurs, parce que quand on est dans le feu de l'action, on se rend parfois pas compte de la façon dont on formule les questions. Évidemment, pour privilégier des questions simples, avec un seul élément de question dans votre question. Hein, la question que pensez-vous des relations dans la famille, des relations amoureuses et des relations amicales? Trop compliqué. Concentrez-vous d'abord sur la famille, puis les amis, puis voilà. Donc des questions simples, des questions oui/non, des questions fermées et
paradoxalement, sont des questions qui appellent plus facilement des réponses que les questions ouvertes. Ça paraît paradoxal, mais à la question « Que pensez-vous du sport de nos jours ?» c'est une question extrêmement difficile, comme ça, à brûle pour point, de répondre. Il vaut mieux d'abord demander qui fait du sport, puis voilà, de creuser cette qui fait du sport et où et comment et depuis combien de temps, ou au contraire qui ne fait jamais de sport et pourquoi vous n'aimez pas ça, etc. Avant d'élever un peu le débat, si je puis dire, et d'essayer de trouver pourquoi. Est-ce que c'est bien de faire du sport ou est-ce que c'est pas bien de faire du sport? Voilà, donc là, les questions qui sont notamment des questions qui fonctionnent là aussi à tous les coups. C'est une bonne technique en fait pour faire parler des gens, parce que elle permet de répondre très simplement en fait. Elle permet de répondre moi ou pas moi. Et à partir de là, vous pouvez compléter, creuser et aller plus loin dans votre débat. Comme je disais tout à l'heure, notre objectif, bien sûr, dans les ateliers de conversation, c'est de faire parler tout le monde, mais sans forcer. Si quelqu'un n'a pas envie de parler, voilà, j'ai pas d'obligation de résultat, moi, dans un atelier de conversation. On se pose très souvent la question de corriger. Est-ce qu'on corrige les apprenants dans un atelier de conversation? C'est une bonne question qui n'est pas simple. Moi, je pense que plutôt que corriger, je préférerais reformuler, c'est-à-dire si vraiment je n'ai pas bien compris la façon dont la personne a posé la question, je vais peut-être la reformuler sans lui dire alors je vais vous dire pourquoi c'est faux ce que vous venez de dire. Donc plutôt de la reformulation. Après, moi, je ne m'interdis pas de corriger, parce que je me dis que si moi je les corrige pas, qui va les corriger en fait? En fait, à part leurs profs et les animateurs d'ateliers de conversation, pas grand monde va les corriger. Dans la vie de tous les jours, votre boulangère, si vous faites une faute, elle vous corrige pas. Donc, et vos amis non plus, parce que voilà, ils ont peur peut-être de vous vexer. Donc, je pense que de corriger à la marge, sans forcément interrompre, bien sûr, laisser la personne formuler jusqu'au bout, mais l'aider peut-être à terminer ses phrases et reformuler les questions, je pense que on peut faire. Moi, je pense que c'est intéressant et que ça va les aider. D'ailleurs, si on leur pose la question, c'est intéressant de leur demander, en fait, tout simplement. Est-ce que vous souhaitez être corrigé? Vous pouvez être sûr qu'ils vous disent tous oui. J'ai jamais entendu personne me dire non, s'il vous plaît, moi, vous me corrigez pas, je préfère pas, ça me dérange. Donc, je pense qu'ils sont assez preneurs de correction. Et puis quelques conseils après l'atelier, parce qu'une fois qu'on a fait l'atelier, la vie de l'atelier peut-être ne s'arrête pas là. Je trouve que c'est intéressant d'échanger à chaud. Moi, j'aime bien quand je sors d'un atelier, tout de suite dire à mes collègues qui sont là, leur dire un peu ce que j'ai fait, et comment ça s'est passé, et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et j'aime bien, moi, écouter ce que mes collègues ont pensé de leur atelier juste après, en fait, débriefer, mais juste après. Je trouve ça vraiment intéressant et ça donne des idées. Au-delà de l'échange à chaud, on peut faire des échanges à froid régulièrement, faire des réunions de débriefing. Alors après, ça c'est votre organisation qui va le déterminer, mais nous par exemple, on va faire des réunions tous les 2-3 mois, des réunions de planning déjà tout bêtement pour savoir qui anime quel atelier, mais aussi pour voir un peu les questions qui se posent, les apprenants peut-être problématiques, ceux qui n'arrivent pas à suivre, ceux qui parlent trop, pas assez, etc. Pardon, quelles activités ont bien marché, n'ont pas bien marché, etc. S'observer mutuellement, ça peut être vraiment très très intéressant. C'est pas toujours évident. Les collègues n'aiment pas toujours être observés. Pour ceux qui veulent bien, je trouve que c'est vraiment très 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 instructif. Moi, j'observe très souvent mes jeunes collègues vacataires qui animent les ateliers d'anglais, d'espagnol, de portugais, puisqu'on fait pas que du FLE à la BPI. Et comme c'est souvent leur première expérience d'animation d'atelier, souvent ils n'ont pas été profs, je viens ou mes collègues, on vient les observer sur leur premier atelier. C'est vraiment extrêmement intéressant de voir comment ils s'en sortent, souvent très très bien d'ailleurs, et ils ont souvent plein d'idées aussi à nous communiquer. Donc moi, j'enrichis énormément mes pratiques en allant observer mes collègues. Et puis bien sûr, évaluer le dispositif à intervalles réguliers pour voir si ça marche, si on a assez de monde, trop de monde, s'il ne faut pas revoir certaines choses. Voilà, donc pas oublier l'aspect d'évaluation parce que il y a parfois besoin en fait de revoir et d'ajuster certaines choses.
Une petite diapo rapide sur les ateliers en ligne. C'est vrai qu'alors nos ateliers, en principe, quand tout se passe bien, on les fait en présentiel, hein, dans une salle. Mais avec ce qui se passe en ce moment, on a mis en place des ateliers de conversation en ligne. Là, je vous ai mis 2 photos réelles de ma collègue et de moi. Ça marche assez bien en fait, hein. Donc là, on inscrit les gens, là, parce qu'on veut pas qu'il y ait trop de monde, donc on inscrit des gens. Sur 10 personnes maximum, on a rarement tout le monde. Il faut savoir qu'il y a souvent de la déperdition. Donc sur les 10 personnes, on a souvent la moitié. On a souvent 5-6 personnes qui se présentent le jour J. C'est sûr que les interactions sont moins simples qu'en vrai, hein. Moi, sans aucun doute, je préfère les ateliers dans une salle en présentiel. Malgré tout, c'est quand même intéressant. Et le numérique apporte aussi des choses que n'apporte pas le présentiel. Par exemple, on peut lancer des liens YouTube et faire des petits, voilà, une petite conversation sur un sketch ou sur une chanson ou sur quelque chose, un lien YouTube intéressant. Et puis ce qui est surtout très très enthousiasmant, c'est qu'on a des gens qui se connectent du bout du monde. Donc ce qu'on ne peut pas du tout faire en présentiel, on n'a que les gens qui viennent, qui habitent à côté de la BPI. Là, en fait, on peut avoir des gens qui se connectent un peu de tous les pays. Et ça fonctionne, hein. En termes d'interaction, je crois que les gens sont tellement motivés à l'idée de parler que, en fait, même s'il y a des petits soucis techniques parfois, de micro, de caméra et autres, on arrive assez bien à communiquer ensemble. Alors, on parlait de débutants, de différents niveaux. Alors, autant l'atelier de conversation n'est pas totalement adapté aux vrais débutants, n'est même pas adapté aux vrais débutants. On a décidé en fait de proposer depuis 2 ans maintenant une nouvelle médiation qui s'appelle Premier Pas et qui, en fait, comme son nom l'indique, une première étape avant l'atelier de conversation, mais qui n'est toujours pas un cours de français, hein. C'est vraiment un atelier de communication au sens pur. Là, on accepte un peu moins de gens parce que c'est plus compliqué, je pense, pour eux et pour nous pour communiquer justement quand on est à un niveau débutant. Donc, on accepte 6 personnes maximum. On traite à chaque atelier d'une thématique autour du quotidien, type l'alimentation, le corps humain, voilà, les métiers par exemple. Et en fait, très concrètement, on demande aux gens de se présenter de manière extrêmement basique, extrêmement simple, et on y arrive, hein, même avec des gens totalement débutants, par mimétisme, hein. On le fait nous-mêmes une fois, et puis ils comprennent en fait par mimétisme. Donc, je m'appelle Cécile, je suis française. Et vous, ouais, ce genre de choses vraiment extrêmement simples, par la répétition, par le mimétisme. On essaye, si on peut, de faire des petits jeux de rôle, mais extrêmement basiques sur la thématique traitée. On s'appuie sur des images que l'on trouve dans les manuels de FLE qu'on a dans nos collections à la bibliothèque. Et l'idée, c'est de les conduire ensuite après à utiliser ces méthodes dans nos cabines en fait d'auto-formation. C'est une sorte de pied à l'étrier en fait pour pouvoir travailler ensuite en autonomie et surtout venir participer à l'atelier de conversation. Et ça fonctionne. On a des gens qui viennent peut-être pendant 3 mois, à l'atelier Premier Pas chaque semaine, et qui, au bout d'un moment, alors pas uniquement grâce à nous, hein, mais aussi parce qu'ils sont en immersion, parce qu'ils ont peut-être d'autres possibilités d'entendre et de communiquer un tout petit peu en français, arrivent à passer au stade de l'atelier de conversation au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Donc c'est une possibilité. Donc là encore, hein, on ne fait pas de grammaire, on fait pas de, c'est vraiment de la communication pure. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur notre site, sur le site de la BPI. Il y a pas mal d'informations sur l'atelier de conversation, et notamment dans l'onglet professionnel, où il y a des petits outils en fait pour aider nos collègues bibliothécaires qui, eux, ne sont pas enseignants à animer des ateliers de conversation.
Il y a le film dont tu parlais, Amélie, au début, qui s'appelle Atelier de conversation, tout simplement, effectivement, qui a été tourné par un ancien participant aux ateliers. Il se trouve qu'il était documentariste, c'était son métier, c'est toujours son métier. Et il nous a demandé l'autorisation de faire un documentaire sur nos ateliers de conversation. Donc ça, effectivement, nous a fait une publicité, une communication assez, voilà, assez forte. Et c'est un très beau film hein, qui vous donnera un peu une idée de comment ça se passe. Beaucoup d'émotions dans ce film. Voilà, je vous conseille de le voir. Il est disponible en DVD. Vous pouvez l'acheter facilement en DVD. Et puis, bien sûr, le livre, Atelier de conversation, vous allez retrouver de manière plus détaillée tout ce que je viens de vous dire, à la fois pour les fiches pratiques. Voilà, par exemple, là, il y a un exemple d'une fiche, passer la balle, par exemple. Donc, vous voyez, c'est un peu cette collection, c'est un peu le principe, hein, les outils malins du FLE, c'est de donner vraiment des outils du prêt à enseigner, des fiches un peu toutes prêtes pour éviter trop de préparation aux enseignants et surtout pour leur donner des idées de choses qui marchent. Donc, vous avez le principe, la préparation, le déroulement, des petites variantes et j'ai vraiment essayé de lister plein de questions justement pour donner des idées de questions qu'on peut poser à un atelier. Il y a également une partie, enfin, tous les conseils que je vous ai donnés sont développés. Il y en a d'autres, là, j'ai pas pu tout vous dire, qui sont aussi développés dans la première partie du livre. Voilà, donc il y a 46 activités. Les durées d'ateliers varient entre 30 et 60 minutes et les activités sont vraiment voilà, faisables quasiment pour tous les niveaux, on va dire à partir du niveau A2. Voilà, je vous remercie de votre attention et moi j'ai terminé, Amélie. Très bien, merci beaucoup Cécile. Alors, on a quelques questions et pas beaucoup de temps, mais on va essayer de répondre à quelques-unes d'entre elles, sachant que je vous rappelle qu'on va essayer de mettre en place un système de mise en ligne des questions-réponses, notamment dans le cadre de ton atelier, Cécile, où tu pourras répondre à quelques questions. On a une dizaine de questions, donc on va essayer de répondre peut-être à 2 ou 3 dans le temps qui nous est imparti, notamment concernant la formation. Il y a plusieurs questions sur... est-ce qu'on peut se former à l'atelier de conversation, alors soit à la BPI, soit si tu as des conseils pour se former aux ateliers de formation dans d'autres régions de France? Alors, on a mis en place des formations depuis 2016, des sessions de formation, effectivement, qui sont plutôt destinées, on va dire, au personnel des bibliothèques, parce que c'est eux parce que, voilà, on est bibliothécaire, que c'est plutôt pour animer ces ateliers dans des bibliothèques, mais on peut, de temps en temps, bien sûr, accepter des personnes non bibliothécaires. Il y a beaucoup de monde, en fait, hein, qui demande comment se former. Je crois qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement, de ces sessions de formation. Mais voilà, donc à la BPI, on en propose régulièrement. Vous trouverez l'information sur le site BPI Pro. Voilà, j'ai pas de date pour le moment pour 2021, surtout dans le contexte, là, on attend un peu que les choses se calment et qu'on puisse revenir un peu à la normale avant de reproposer. Après, je connais pas d'autres endroits en fait où c'est proposé. Il va y avoir une formation à Mediadis, mais là encore, c'est un organisme de formation plutôt pour du personnel bibliothécaire sur l'atelier de conversation. Puis après, tout est expliqué dans le livre en fait. Vous allez trouver plein de choses intéressantes. Après, moi, je suis totalement disposée si jamais, voilà. À proposer des formations à la demande si des organismes veulent m'inviter à faire des formations. Moi, c'est quelque chose qui me passionne et je serais ravie d'en faire. Bien, merci. Du coup, il y a une question liée sur le passage à la distance, en fait, puisque là, tout le monde est dans une situation exceptionnelle. Alors déjà, est-ce que vous avez mis en place, parce qu'il y a des questions, est-ce qu'on peut transposer par Zoom? Est-ce qu'on peut faire ce genre d'atelier de conversation, mais à distance? Alors, est-ce que vous avez mis ça en place à la BPI? C'est ce que je disais dans une des diapos. On propose, là en ce moment, on a 2 fois par semaine des ateliers de
conversation en ligne le lundi et le vendredi sur inscription. Donc, on a un petit outil d'inscription en ligne qui s'appelle Eventbrite et les gens s'inscrivent et ensuite on n'utilise pas Zoom, on utilise Jitsi, mais enfin c'est un outil qui fonctionne aussi, qui est plus simple que Zoom, qui ne nécessite pas d'inscription. Donc on préférait cet outil qui était gratuit et plus simple pour tout le monde. Mais sinon, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc forcément, c'est plus compliqué qu'en vrai, qu'en présentiel, mais on y arrive. Le tout, c'est de ne pas avoir trop de monde. Donc c'est pour ça qu'on utilise ces petits outils d'inscription de façon à limiter le nombre de participants à 10, ce qui est déjà énorme. Moi, j'en ai animé un à 7, c'était déjà beaucoup, mais ça fonctionne. Les gens sont très participatifs, ils partagent même souvent leurs vidéos, leurs photos, leurs écrans, et on arrive à faire des choses tout à fait intéressantes en ligne. Justement, il y avait aussi une question sur comment gérer le refus quand on fait ça en ligne et que donc on a une jauge limitée. C'est sur inscription, c'est un nombre limité de participants, on ne peut pas tellement… Voilà, après, ça va jouer sur la régularité, en fait. Hein. Le refus, c'est-à-dire que le refus de l'outil, en fait, à accepter, c'est ça, à accepter le nombre d'inscrits. On en fait 2 fois par semaine, donc en général, ils nous envoient un petit mail s'ils n'ont pas réussi à s'inscrire, et on va leur dire on est désolé, à ce moment-là, réessayez la prochaine fois. Donc voilà, ça donne, si on en fait 2 fois par semaine, ça donne quand même quelques possibilités de s'inscrire. Il y a 2 dernières questions que j'ai sélectionnées. Il y en a une, c'est par rapport au suivi de la participation des personnes. Est-ce qu'il y a eu un dispositif qui a été mis en place pour un suivi, en fait, dans l'amélioration, l'amélioration langagière plus que linguistique, peut-être dans le cadre des ateliers de conversation, mais un suivi pour repérer leurs difficultés, pour voir l'amélioration en termes de maîtrise de la langue? Non, on n'a pas mis en place ce type d'outils. Nous, on n'est pas une école de langue, hein, on n'est pas un organisme de formation, on a une vision un peu différente. Une bibliothèque, c'est un lieu convivial, en fait, d'accueil de tous les publics. Donc, notre idée, c'est de leur proposer ce moment d'échange interactionnel et pas forcément, justement, de suivi. Ce serait vraiment très compliqué dans la mesure où il n'y a pas d'inscription, pour le coup, aux ateliers quand ils sont en présentiel. Hein. Les gens, ils viennent, pour certains, les plus assidus, les plus passionnés, ils vont venir toutes les semaines, voire aux 3 ateliers, hein, parce qu'on en fait 3 par vendredi. Donc, on a des gens qui font 14, 16, 18. Si on fait un atelier d'écriture à 20h, ils vont à 20h aussi à l'atelier d'écriture. Donc, on a vraiment des mordus ou des gens qui en ont extrêmement besoin aussi. Hein, c'est ça. Et puis, à l'inverse, on a des gens qui viennent une fois de temps en temps, ou on a des gens qui sont de passage à Paris, puis qui reviennent un peu plus tard. Enfin, on a tellement de cas de figure que ça serait assez compliqué d'établir un suivi, et c'est pas vraiment dans la philosophie, je dirais, de nos ateliers à la bibliothèque, mais je peux comprendre que ça soit intéressant à faire. Par contre, dans un organisme de formation, dans une école de langue, ça oui, ça peut être intéressant. Ce que je peux dire par contre, sans faire de suivi très scientifique des progrès des apprenants, nous on les voit après au bureau d'information, nous demander des méthodes, on les revoit en fait, ces gens-là, et on voit leur progrès. Ça c'est sûr, on les voit concrètement leur progrès, mais on n'a pas mis en place d'outils pour cela. Les ateliers sont gratuits. Les ateliers, bien sûr, sont totalement gratuits. Oui, question. Et une dernière question qui est revenue plusieurs fois, c'est est-ce qu'il y a des sujets tabous, des sujets sensibles, attentats, homosexualité, égalité homme-femme, etc., qu'il est difficile ou impossible d'aborder? Oui, bien sûr qu'il y a des sujets tabous. Enfin, j'aimerais bien vous dire qu'il n'y a pas de sujet tabou et qu'on peut aborder tous les sujets. Je crois qu'il faut surtout se sentir à l'aise, nous en tant qu'animateurs, avec les sujets qu'on aborde, et sentir que si ça met mal à l'aise, parce que parfois il y a des sujets avec lesquels moi je peux être à l'aise, mais peut-être que les apprenants, eux, ne le sont pas. Donc, si je sens qu'un sujet met mal à l'aise quelqu'un, d'arrêter ou de passer à autre chose, ou de tourner la page de cette question-là, en fait. Donc là, c'est encore beaucoup une question d'écoute, d'attention aux autres, de repérer les signes où vous voyez que la personne est en train… Ça doit se sentir normalement, ça doit se voir si la personne n'est pas à l'aise. Il peut y avoir des petits conflits. Dans le film Atelier de conversation, à un moment, il y a quelqu'un qui s'énerve d'ailleurs parce qu'on a parlé sur une histoire de religion. Ça peut arriver, c'est quand même finalement
finalement assez rare. Globalement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'entraide et assez peu voilà, de conflits dans l'atelier. Maintenant, si ça arrive, effectivement, c'est le rôle de l'animateur de changer de sujet, de dire que l'atelier, c'est un lieu où on s'écoute, où il y a de la bienveillance et si on doit se disputer, on fait autre chose. Voilà, donc dans ce sens, oui, il y a un peu de sujets tabous, c'est-à-dire que moi, spontanément, je ne vais pas aborder les sujets de religion ou de politique, par exemple, mais si, par exemple, quelqu'un me raconte que ce midi, il n'a pas mangé parce que c'est Ramadan, ça me pose aucun souci et je l'ai entendu cette discussion et on peut tout à fait raconter dans quelle religion on mange pas à certains moments de la journée et pourquoi et c'est quoi la symbolique. Donc ça, c'est pas du tout un souci de parler de ça. Spontanément, je vais pas parler du Ramadan, ça sera pas le sujet de mon atelier. Voilà. C'est un peu la même question qui se pose dans les cours de FLE, FLS, enfin de manière générale. De toute façon, après, ça dépend des sensibilités. C'est aussi au prof de gérer, de ressentir dans les sensibilités. Tout à fait, c'est la même chose. Ouais, oui. Alors, une autre question, puisqu'on a encore un peu de temps. Est-ce qu'il est possible ou pertinent de passer par un texte écrit avant de se lancer dans la conversation? Par là, je veux dire un petit conte, un petit poème, etc. Pertinent en soi, nous, on le fait pas. Nous, on ne le fait pas dans la mesure où on a vraiment des gens de niveaux extrêmement divers. On parlait de gens peu ou pas scolarisés. On en a beaucoup, en fait, hein, dans nos ateliers. Et moi, je trouve que l'écrit met un peu trop en évidence ces différences de niveau. Donc voilà, moi je le fais pas. Après, voilà, si ça peut être un déclencheur, à ce moment-là, il faudrait que ce soit pas trop long. Il faudrait que ce soit quelque chose de très très court. Ça ressemble un petit peu à ce que je disais sur une vidéo YouTube qu'on peut mettre en introduction d'un atelier et qui peut être un déclencheur de la discussion. Pourquoi pas, un petit peu sur ce modèle-là. Alors, juste pour dire qu'on va avoir un petit peu plus de temps, puisque tous les ateliers sont décalés de 10 minutes, vu qu'on a un petit peu… Profitons-en. Bah oui, profitons-en, justement. Alors, puisque donc il y a d'autres questions, je vais en prendre une. Ah oui, donc tu disais qu'avec les grands débutants, c'est juste difficilement envisageable de faire des ateliers de conversation, mais justement, comment gérer l'hétérogénéité des niveaux en atelier de conversation? Est-ce que ça pose des problèmes ou est-ce que justement ce sont des situations, les ateliers de conversation, où ça pose moins de problèmes parce qu'il y a une parole plus libre en fait? Oui, moi je pense que ça pose beaucoup moins de problèmes que dans d'autres types de cours de FLE plus classiques, on va dire. Les personnes qui parlent le mieux, qui parlent le plus vont s'exprimer, en fait, vont raconter par exemple une histoire ou vont raconter quelque chose qui leur est arrivé. Et puis peut-être que quelqu'un qui parle moins bien, il va juste dire « Ah ben moi pareil ». Et puis voilà. Et puis peut-être que le moi pareil, c'est pas beaucoup, hein, vous allez me dire comme expression dans un atelier, mais peut-être que ça suffit, que c'est déjà pas mal en fait pour un atelier. Et que le prochain atelier, cette personne, elle va pouvoir dire, moi aussi, ça m'est arrivé, et elle va pouvoir raconter un tout petit bout de cette histoire, mais peut-être pas au premier atelier, mais peut-être au deuxième. Donc l'atelier de conversation, on s'en fiche un peu si on parle bien ou si on parle mal. Si on arrive à se faire comprendre, et si certains parlent plus que d'autres, pour moi, c'est pas vraiment un souci. Faut juste éviter les personnes qui monopolisent la parole, ça peut arriver. Mais sinon, c'est vraiment pas un problème. Et le fait de passer en petits groupes, en fait, en sous-groupe de temps en temps, c'est une bonne solution, en fait, hein, pour essayer de compenser, en fait, cette hétérogénéité. Et dans le petit groupe, on se rend compte que très souvent, justement, les plus forts vont aider les plus faibles et vont leur dire, mais ce que tu veux dire, c'est pas justement telle chose? Ah bah oui, c'est ça, et voilà. Et donc finalement, ce que la personne un peu plus faible n'avait pas osé exprimer dans un grand groupe, elle va le faire en petit groupe de manière un peu plus confidentielle. Et au moment de la restitution dans le grand groupe, ça va se faire un peu tout seul. Donc, c'est pas vraiment un souci, hein. Sauf, je vous dis, les vrais débutants. Là, je pense que
bon, bien sûr qu'on peut venir écouter, et on ne perd pas son temps à écouter une conversation en français, mais je pense qu'on est quand même plus vite découragé qu'autre chose. Donc nous, on va dire qu'on le déconseille aux vrais débutants, et c'est pour ça qu'on a mis en place l'atelier Premier Pas, de façon à ne pas dire non, de ne pas opposer un refus aux personnes qui seraient tellement motivées à l'idée de s'inscrire à cet atelier. On leur propose l'atelier Premier Pas. Ça nous permet peut-être de terminer sur, bon, c'est peut-être pas une question, plus une affirmation, puisque tu l'as mentionné, sur la remédiation des erreurs, en fait, dans l'expression orale pendant les ateliers. Donc, une correction, ne pas retenir la correction, en fait, corriger des apprenants, mais ne pas faire un cours de grammaire. C'est ça un peu ça qu'il faut retenir. C'est ça, quelqu'un qui dirait... je sais pas, j'ai un exemple qui me vient en tête. Je sais que mon collège a des sens très différents dans les différentes langues, entre collège, colerio, etc., dans les quelques langues que je maîtrise. Quelqu'un qui me dirait collège dans un sens qui n'a pas le sens français, en fait, je vais lui dire, mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Parce que vous savez que collège, en France, le collège, c'est de la 6e à la 3e, c'est à peu près 12-15 ans. C'est ça que vous voulez dire? Ah non, alors vous, ce que vous voulez dire, c'est plutôt l'université, en fait, les premières années. Vous voyez, donc, si moi je perçois une erreur de ce type, je vais la reprendre, et justement, ça va être l'occasion de discuter d'un mot de vocabulaire qui n'a pas été utilisé correctement. Ou si un temps verbal m'empêche en fait de comprendre que l'histoire que la personne est en train de raconter, j'arrive pas à comprendre en fait si c'est maintenant ou si ça s'est passé il y a longtemps ou si ça va se passer parce que la personne ne maîtrise pas la conjugaison. Là, c'est dommage en fait parce qu'on perd le sens de l'histoire. Donc là, oui, je vais dire, mais votre histoire, ça se passe quand exactement? Ah, c'était hier. Vous vouliez dire que hier, vous êtes allé au cinéma. Ah, d'accord, ok. Et voilà. Donc, je vais pas lui dire, vous n'avez pas utilisé un passé composé. Et là, vraiment, ça serait chouette d'utiliser un passé composé. Mais je vais reformuler sa phrase de façon à ce qu'elle comprenne que moi, j'ai pas compris parce qu'elle était au présent, alors que pour moi, elle était en train de raconter une histoire au passé. On est vraiment, oui, dans une approche interactionnelle et d'amélioration des compétences dans l'action. Parce que ça répond à la dernière question d'Amy Momi, là, qui justement disait comment attirer l'attention des apprenants pour qu'ils répètent la phrase correcte, mais ce n'est pas le but là, en fait. Non, c'est pas le but. Tout à fait. Ça, on va le faire en premier pas. On va énormément les faire répéter pour l'atelier premier pas. L'atelier de conversation, non, hein, on ne les fait pas répéter des phrases. L'idée, c'est quand même de se rapprocher au maximum d'une conversation avec des amis au café. Hein. C'est un peu l'idée, même si ce n'est pas ça. Je suis dans un autre contexte, dans un contexte un petit peu plus formel, dans la bibliothèque ou dans une salle de classe. Mais quand même, j'essaye de me rapprocher un tout petit peu de ça. Donc, je vais au maximum me rapprocher d'interactions naturelles, les plus naturelles possibles. Oui, ça rebondit du coup sur une autre question. Il y a beaucoup de questions, mais bon, je te les donnerai après. Mais peut-on traiter le sujet plus spécialisé ou technique? Mais en fait, il n'y a pas de limite. Ça dépend du public qu'on a et on adapte en fonction de son public, j'imagine. Si ça intéresse tout le monde, après, il faut faire attention de ne pas traiter un point extrêmement technique et détaillé qui intéresse que 2 personnes. Donc, il faut quand même faire attention que le sujet intéresse tout le monde. Voilà, donc moi, dans les sujets que j'imagine avant de démarrer mon atelier, j'essaye de me mettre parce qu'en fait, je ne sais jamais sur qui je vais tomber. Hein. Je n'ai pas de groupe constitué. Donc, j'essaye de trouver des sujets qui soient les plus larges possibles et qui puissent intéresser tout le monde. Donc, un sujet, je pense par exemple, j'ai des collègues qui aiment beaucoup traiter les sujets sur les musées, par exemple. Moi, je ne trouve pas que ce soit un super sujet, par exemple. Parce que je suis pas sûre que mes 15 personnes vont au musée et vont être intéressés par les musées. Donc, plutôt que de traiter les musées, je vais plutôt parler de qu'est-ce que vous faites le week-end à Paris. Ça va plutôt être ça. Alors, si certains vont au musée, super, on va parler des musées, mais peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est rester à la maison, peut-être que c'est pareil sur la littérature. Voilà, un sujet sur la littérature, je trouve ça un petit peu trop élitiste par rapport à notre public. Qu'est-ce que vous lisez? Il y a des gens qui ne lisent pas, hein, donc faut faire attention à la façon dont on pose nos questions et aux sujets qu'on anticipe avant l'atelier. Donc, je ne vais pas préparer un sujet sur la lecture. Par contre, s'il trouve que quelqu'un a envie de dire hier j'ai lu un super livre, ah bah oui, là je vais le faire parler sur le super livre qu'il a lu et peut-être que ça va donner envie à certains de le lire. Mais moi, ça ne va pas être le sujet phare de tout mon atelier.
Donc, juste avant, il y a une dernière question qui, moi, m'intéresse et qui n'a pas été posée, et après, on va retourner dans la grande salle parce que on va être attendu. Mais quelle est la place du plurilinguisme et du plurilinguisme des participants aux ateliers de conversation pendant les ateliers? Il, est-ce qu'il y a la possibilité pour ces gens ou est-ce que c'est, comment dirais-je, proposé de faire un dialogue plurilingue, ou c'est pas du tout la question des ateliers? Alors, on parle plutôt en français, c'est sûr. Après, ça arrive souvent que ça surgisse dans la conversation. Par exemple, je pense à un atelier sur les expressions idiomatiques, par exemple, ou sur les proverbes. Il y a beaucoup de proverbes en français qui ont leur équivalent en fait dans des langues étrangères. Et très souvent, si vous parlez par exemple de l'habit ne fait pas le moine, il y a de fortes chances pour que cette expression elle existe dans une autre langue. Et donc très souvent, les gens disent ah bah oui, mais c'est pareil dans ma langue en fait. Et donc là, moi, je n'hésite pas à leur dire bah, comment on dit, dites-nous comment c'est dans votre langue parce que c'est intéressant, agréable, sympathique d'entendre une phrase, même si on ne la comprend pas du tout, dans une langue étrangère. Donc oui, ça peut effectivement surgir. Après, l'idée, c'est quand même de parler français. Donc Bien sûr. voilà, on parle plutôt français, mais si ça se trouve dans la conversation, ce qui arrive aussi souvent, c'est qu'il y a pas mal de gens de même langue. On a énormément de personnes, en fait, de langue espagnole, d'Amérique du Sud ou d'Espagne. Et donc, ça sort un peu spontanément. C'est que souvent, quand ils ne comprennent pas un mot l'un par rapport à l'autre, ils se traduisent entre les mots, les expressions qu'ils ne comprennent pas. On n'interdit pas, évidemment, les autres langues. Il n'y a pas d'interdiction de traduction. On essaie juste qu'il n'y ait pas des espèces de sous-conversations qui gênent, on va dire, la conversation générale de l'ensemble du groupe. Ok. Eh bien, merci Cécile.